Bienvenue à vous sur le plateau de Face à Face sur Provence Azur, votre émission d'entretien et d'opinion. Nous recevons une députée des Bouches-du-Rhône de la 3e circonscription, très précisément cette semaine, Alexandra Louis. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Députée de La République En Marche, on va évoquer pas mal de choses avec vous, puisque vous êtes membre de la commission des lois. On parlera d'un groupe d'études parlementaires aussi que vous allez présider sur les droits de l'enfance et la protection de l'enfance. On parlera de l'actualité locale et nationale. Mais depuis le début de votre mandat, il y a quand même une grande question sur laquelle vous travaillez, c'est la question des prisons. On sort, et on est encore un peu d'ailleurs dans le mouvement social autour des prisons. Vous êtes allé au Beaumet il y a quelques mois maintenant pour essayer de vous rendre compte aussi de la situation. Aujourd'hui, où en est-on et qu'est-ce que vous faites, vous, les députés, pour essayer de faire évoluer les choses ? Alors d'abord, il est vrai que le sujet des prisons est un sujet qui a été un des premiers à être pris en charge à la commission des lois. C'est-à-dire qu'une des premières initiatives qui a été portée, c'est d'aller visiter partout sur le territoire tous les députés, quelle que soit leur opinion politique, d'aller visiter les établissements pénitentiaires pour se rendre compte de la réalité. On savait en y allant qu'on allait découvrir, en tout cas qu'on allait se rendre compte d'une réalité qui est loin d'être idyllique, avec des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Donc lorsque je suis allée au Beaumet historique et au Beaumet 2, j'ai pu confirmer cela. Le but, c'est pas simplement de faire une visite pour faire une visite. Le but, c'est de pouvoir travailler sur ce thème-là. Une des premières, sur les 4 chantiers de la justice qui ont été mis en œuvre par Mme Belloubet, la garde des Sceaux, il y en a un qui est particulièrement important, c'est le sens et l'efficacité de la peine. À partir de ce sujet-là, il fallait nécessairement aller voir ce qui se passe en prison. Aujourd'hui, on a plusieurs problématiques en prison. On a d'abord une crise en ce qui concerne, et j'appelle ça crise et le mot est très bien pesé, en ce qui concerne la profession de l'administration pénitentiaire des gardiens de prison. Parce que c'est une profession en crise dont les conditions de travail sont particulièrement délétères, parce que c'est une profession où on a du mal à recruter, parce qu'il y a encore aussi un regard de la société sur cette profession qui est très compliquée, très difficile, parce que finalement l'opinion publique connaît très mal ce qui se passe dans les établissements. Et je crois que nous avons, nous élus, un devoir de pédagogie à faire sur le sujet. Mais plus que jamais, il y a aussi les conditions de détention. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait d'une personne pendant sa durée de détention ? Il faut réfléchir aux peines alternatives, aux peines d'emprisonnement. Il faut réfléchir aussi à la prise en compte des soins, notamment psychiatriques en détention. On a une grande partie de la population carcérale, au moins plus de 20%, qui a des problèmes psychiatriques, dont certains qui relèvent d'une vraie prise en charge. Aujourd'hui, la prise en charge n'est pas satisfaisante. Donc, il y a une vraie réflexion, en tout cas, des mesures à prendre en la matière. C'est pour ça que là, au sein de la commission des lois, il y a plusieurs groupes de travail sur la prison, c'est-à-dire les soins psychiatriques et les soins plus largement de santé au sein de la détention. Il y a aussi l'activité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup des personnes incarcérées n'ont pas d'activité réelle pendant leur incarcération. Elles peuvent passer 20 heures par jour inactives, dans l'attente. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même des poudrières, ces prisons, parce qu'elles sont vétustes, parce qu'il manque des places, parce que les surveillants de prison ont peur pour leur sécurité, parce que le phénomène de la radicalisation, qui n'est pas nouveau, mais est exacerbé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a les conditions de détention aussi, qui, j'imagine, créent de la frustration, de la colère aussi parmi les détenus. Donc quoi, il faut un grand plan de réhabilitation, de rénovation pour aborder différemment la question de la détention et des gens qui surveillent cette détention. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie tension à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Là, il y a déjà des mesures qui ont été débloquées par la garde des Sceaux, qui est d'abord une meilleure indemnisation, en tout cas des gardiens de prison, mais aussi pour garantir leurs conditions de sécurité. C'est la possibilité de porter des gilets pare-balles fins dans leur quotidien, un porte-menottes, parce que des fois, effectivement, il y a peu de personnel pour beaucoup de détenus. Alors on a créé des postes, mais il ne suffit pas de créer des postes, il faut encore pouvoir les pourvoir. Et là, c'est une question d'attractivité de la profession, donc il y a un travail à faire là-dessus, notamment avec des primes qui sont prévues. Donc on va augmenter les recrutements, mais aussi il faut garantir les conditions de sécurité, parce que ça, c'est indispensable. Les gardiens de prison, moi certains, j'ai discuté avec des syndicats, avec des gardiens de prison qui m'ont dit qu'ils avaient peur parfois d'aller travailler. On peut pas demander à des personnes d'aller travailler avec la peur au ventre tous les matins, que ce soit au sein des Baumettes ou au sein de n'importe quel autre établissement pénitentiaire. Donc il y a un vrai travail à faire, mais au-delà de ça, on peut mettre les moyens sur la prison. On a un premier budget qui est un premier budget d'élan. On a fait des premières mesures. Mais ce que tout le monde attend, c'est quoi ? C'est
une vision à long terme. Oui, c'est Qu'est-ce ça. qu'on va faire de la prison, c'est-à-dire la prison de demain, quelle sera-t-elle? Est-ce que c'est la prison telle qu'on la connaît ou est-ce qu'il faut reconsidérer? Il y a d'abord un vrai travail à faire pour les peines alternatives. Par exemple, le bracelet électronique, qu'on puisse par exemple le mettre très rapidement après le jugement. Parce qu'aujourd'hui, quand une personne, par exemple, est jugée, qu'on prononce, que le juge prononce une peine, par exemple, de 12 mois de prison, il peut ou pas mettre sous écrou la personne. S'il ne le fait pas, la personne va être convoquée devant un juge d'application des peines. Et parfois, ça peut être très long. Donc, il faudrait que ça soit fait dans un délai beaucoup plus restreint et qu'on puisse placer, par exemple, sous surveillance électronique. Pour les courtes peines, ça a tout son sens. Donc là, on en revient aussi à un autre débat sur la réduction du temps de travail de la justice, entre guillemets. Bien Et sûr. il faut qu'on puisse accélérer certaines procédures. Exactement, c'est-à-dire que ce qui est de la justice, ce qui est de la pénitentiaire, ce qui est aussi des policiers, il faut d'abord, il y a un grand plan qui est aussi celui de la numérisation, parce que tout le temps qu'on passe à taper des procès-verbaux, à imprimer, à signer, on a encore beaucoup au papier, on est à peine à l'ère de l'informatique, on a encore beaucoup au papier, il y a un gros effort à faire de ce côté-là. Donc effectivement, dès lors qu'on libérera du temps du personnel, on pourra accélérer le traitement des procédures au niveau de la police, au niveau de la justice et au niveau de la pénitentiaire. Mais pour revenir à la pénitentiaire, il y a aussi un travail à faire sur, pendant le temps de la détention, en tout cas de responsabiliser les détenus, de les mettre dans l'activité. En activité, pourquoi? Parce qu'il faut préparer la réinsertion et qu'il est très important de lutter contre le taux de récidive. Et le taux de récidive, on lutte aussi contre la récidive en incarcération, en proposant, en responsabilisant les gens. Par exemple, on a en Espagne ou dans d'autres pays des modèles de prison avec plusieurs paliers de détention, avec plus ou moins d'activité ou plus ou moins de liberté, selon que la personne s'investit et construit un projet. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ces mesures-là pour amener des personnes, elles font leur peine de prison, d'accord, mais après il va falloir qu'elles se réintègrent dans la société. Et on a tous tout intérêt à ce que ces personnes en détention puissent préparer leur sortie de manière la plus adéquate possible. Alors, je précise que vous êtes avocate aussi Oui. de profession, donc voilà pourquoi vous êtes aussi spécialiste de la question. Deux autres questions pour clore ce chapitre consacré aux prisons. Quand vous êtes allé au Beaumet et au Beaumet 2, qu'est-ce que vous avez constaté, vous, de vos yeux? Qu'est-ce que vous avez vu et quel diagnostic vous faites? Alors le diagnostic, c'est d'abord, il y a deux réalités. Il y a les baumettes historiques, avec une réalité, les conditions de travail sont vraiment détestables, les conditions de détention ne sont pas compatibles avec l'exigence Prison vétuste. Prison vétuste, prison Surpeuplée. délabrée. Ce côté baumette historique, des conditions de détention vraiment pas satisfaisantes. Moi, je suis rentrée dans une cellule, j'ai vu 2 détenus en train de se chauffer avec une petite plaque électrique. Outre le risque d'incendie avec un tel mode de chauffage. Donc indigne, finalement. C'est indigne. Sur les conditions, oui, au Beaumet historique. Après, il y a les Beaumet 2. Les Beaumet 2, c'est en tout cas, les conditions sont meilleures. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est totalement satisfaisant? Certainement non. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'accès aux soins travaillés, il y a l'accès aux activités. Quand j'y suis allée, il n'y avait pas d'eau chaude. On m'a confirmé qu'il y avait encore des problèmes au niveau de l'eau chaude. Il y a encore des problèmes de sécurité et pour les gardiens et pour les détenus, c'est-à-dire sécurité, vous avez parfois des tensions entre détenus, il y a eu quelques incidents qui m'ont été rapportés, donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. On ne peut pas considérer que le bâtiment. Il faut se demander qu'est-ce qu'on fait des personnes à l'intérieur. C'est une vraie petite société, les Baumettes. Il y en a beaucoup de monde. Il faut peut-être réfléchir aussi peut-être à des prisons à taille humaine. Vous faites remonter tout ça au ministère. Il y a beaucoup de députés qui sont allés dans les prisons de France. Donc j'imagine que vous avez l'oreille quand même de la garde des Sceaux. Oui, on a eu Madame Belloubet très attentive à cette question. C'est un des premiers sujets sur le budget de la justice. On en a énormément discuté. Il y a si un des chantiers de la justice s'appelle Sens efficacité de la peine, c'est vraiment parce que la garde des Sceaux, comme la majorité, porte la volonté de s'attaquer à ce problème qui a été mis de côté pendant des années. C'est-à-dire qu'on hérite d'une situation qui est très très compliquée. Donc il faut prendre les mesures qu'il faut, mais il faut aussi avoir une vision à long terme et certainement pas à courte échéance. Un mot sur la radicalisation, ça fait beaucoup débat, on en parle beaucoup du traitement des détenus radicalisés. Est-ce qu'il faut les isoler? Est-ce qu'il faut créer donc ces cellules étanches? Est-ce qu'il faut les mêler, j'allais dire, aux autres détenus? Quel est votre avis sur cette question précise de la radicalisation? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça se passe aussi en prison. Alors oui, la radicalisation, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Ça fait des années que beaucoup d'associations, notamment, tiraient la sonnette d'alarme. On a pris le sujet en main, malheureusement, suite aux attentats qu'a connus notre pays. D'abord, il faut se garder des solutions trop faciles. La lutte contre la radicalisation, il y a plusieurs façons de le faire et il y a plusieurs degrés de radicalisation. Il y a ceux qui commencent à s'intéresser, donc il faut être très vigilant. La première chose, c'est qu'effectivement, il faut parfois des services, en tout cas des services
d'évaluation de la radicalisation. Mais avant tout, ce qui est très important, c'est qu'on ait un service de renseignement pénitentiaire performant. Et par exemple, c'est le cas à Marseille. À Marseille, on a déjà pu expulser une personne qui sortait de détention et qui était en situation irrégulière et qui pourrait en tout cas présenter Donc un danger. radicalisé, qui a été expulsé dans son pays d'origine. Voilà, parce qu'il y a un très très bon, le renseignement pénitentiaire, c'est extrêmement important. Après, il y a la lutte contre la radicalisation, c'est-à-dire éviter que des personnes radicalisées prêchent vers d'autres personnes qui peuvent On sait être... qu'il y a beaucoup de conversions, enfin en tout cas de Voilà, radicalisation parce que nécessairement, qui s'effectue en prison. vous avez en détention des profils fragiles, c'est-à-dire des personnalités parfois qui arrivent en incarcération, qui a un peu le choc carcéral, surtout pour les nouveaux, qui ne connaissent pas les codes et qui se retrouvent en tout cas avec un cadre ou quelqu'un qui va leur promettre beaucoup de choses. Donc sur des personnalités fragiles, il faut être particulièrement vigilant. Donc il y a un gros travail à faire. Mais par exemple, les gardiens de prison ont des formations pour justement agir de manière utile par rapport aux personnes qui présentent des signes de radicalisation. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi penser aux aumôniers de prison. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, sur les Baumettes, on a un seul aumônier, en tout cas pour un imam, pour plusieurs prisons. Je crois qu'il faut réfléchir à ça aussi, parce que quand on a quelqu'un qui représente un islam modéré, en tout cas compatible avec notre République, il faut pouvoir en tout cas permettre aux personnes en détention d'exercer correctement, en tout cas conformément à notre République, leur religion. Et il va falloir, à mon avis, réfléchir aussi à ce qu'elles puissent le pratiquer dans de bonnes conditions et éviter ces dérives et éviter que d'autres personnes puissent prêcher la mauvaise parole, si je puis dire. Alors, voilà pour le dossier des prisons, qui est un dossier vaste, qui est lié plus ou moins finalement avec le dossier suivant qu'on va aborder ensemble, celui de la délinquance, précisément à Marseille, puisque normalement c'est la place des délinquants, en tout cas de ceux dont on va parler, liés au trafic de drogue, liés au règlement de compte. On a un peu l'impression qu'à Marseille maintenant c'est banal, c'est complètement rentré dans les mœurs de voir donc ces règlements de compte, 20, 30 décès par an. Pourquoi est-ce qu'à un moment l'État n'agit pas et ne dit pas, voilà, on va faire là aussi, pas d'un grand plan des prisons, on va taper avec force sur le trafic de stupéfiants et sur ces règlements de compte. On a l'impression que la ville est un peu livrée à elle-même, que les policiers travaillent beaucoup, mais seuls. Alors, moi, je n'ai pas cette appréciation. D'abord parce que les chiffres de la délinquance, mis à part les règlements de compte, la délinquance à Marseille, d'abord, ce n'est pas que les règlements de compte. Non, bien sûr, oui. On a par exemple la ouais. délinquance routière qui tue aujourd'hui, la route tue beaucoup plus que les règlements de compte. Et il y a, je crois, un des premiers sujets qui devrait être celui-là, en tout cas à Marseille, parce qu'on a encore beaucoup trop de blessés et de tués sur les routes. Donc ça, c'est vraiment une priorité. Ensuite, pour revenir au trafic de stupéfiants, il y a des plans qui ont été déployés, il y a des mesures qui marchent, mais le trafic de stupéfiants, on ne l'attaquera pas que sur le plan du répressif. Il faut également penser à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire pourquoi certains aujourd'hui, des enfants de 12 ans, de 14 ans, pourquoi elles entrent dans le trafic de stupéfiants. Parce que finalement, il y a des personnes qui leur donnent une promesse de carrière, et si je prends ce terme, c'est que je l'ai entendu de la bouche de certains enfants de cet âge-là, où on leur promet un avenir. Pourquoi ? Parce que finalement, il faut réfléchir aussi, sans les déresponsabiliser, à se dire qu'est-ce qu'on leur promet d'autre. Donc moi, je crois que l'école doit être une promesse républicaine, je crois qu'il y a un gros travail social, et en tout cas un rôle de l'école pour emmener ces enfants vers, c'est aussi ce qu'on fait, toutes les mesures économiques qu'on met en place. Il y a aussi la politique de la ville qui joue son rôle, de permettre à ces enfants de trouver un idéal républicain et pas un idéal dans le trafic de stupéfiants. Parce qu'aujourd'hui, le trafic de stupéfiants emploie du monde. Clairement, que c'est une économie souterraine que tout le monde connaît. On ne peut pas dire que les policiers, que l'État n'a rien fait, parce qu'il y a vraiment des moyens qui ont été mis pour la lutte, en tout cas, contre le stupéfiant à Marseille, et le blanchiment qui va derrière, et le trafic d'armes, parce que c'est un ensemble. Plus les liens qu'il peut y avoir, plus ou moyen terme, entre le trafic de stupéfiants et le financement du terrorisme et de la criminalité. Je pense par contre qu'il faut réfléchir aussi, par exemple, pour geler les avoirs de la criminalité organisée. Par exemple, il faut réfléchir, il y a beaucoup d'avoirs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Il va falloir peut-être réfléchir aussi à des mesures pour geler les avoirs de manière beaucoup plus simple. Aujourd'hui, ces mesures sont beaucoup trop contraignantes. Donc ça veut dire que par exemple, au niveau de l'Europe, sur les chiffres, il me semble, d'Europol, sur les avoirs gelés, on est à moins de 5% des avoirs gelés. Il faudrait que là aussi ça soit plus simple et plus automatique. Plus simple, et puis il faut vraiment mettre les moyens là-dessus. Parce que quand on gèle les avoirs aussi, potentiellement, on bloque aussi un peu le trafic. Mais il y a plusieurs plans d'action. Donc je pense qu'il faut le réfléchir, non pas sur simplement une action de la police, non pas une action d'éducation. Il faut avoir vraiment une vision globale. C'est un peu l'approche globale, d'ailleurs, qui est déployée à Marseille
et qui a été déployé dans certains quartiers où on va sur des plans stup, on arrive à démanteler un réseau et puis derrière on met des actions sociales, on met des choses en place parce que quand on tue un réseau, il y en a un autre qui arrive très très vite. Alors, une question, puisque on en vient à cette présidence de groupe d'études à laquelle vous avez été élu autour des droits de l'enfant et la protection de l'enfance. C'est lié, puisque vous l'avez dit, dans les quartiers, on promet à ces enfants un avenir radieux, en tout cas un avenir lucratif. Donc ça, c'est finalement un groupe d'études qui a une portée très vaste, parce que ça va de la filiation à l'étude de la délinquance chez les mineurs, chez les enfants, etc. Donc voilà, c'est vraiment un groupe d'études à portée vaste. Oui. Donc, quelle va être votre mission? Et racontez-nous un petit peu les conditions d'élection. C'est au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée, c'est ça? Alors oui, le groupe d'études sera au sein de l'Assemblée nationale avec tous les partis politiques. Moi, j'ai été élue par La République En Marche pour être présidente de ce groupe d'études. Protection de la jeunesse et droits de l'enfant. Pourquoi? Parce que dans toutes les sphères du droit, on a à un moment donné des questions qui traitent aux droits de l'enfant. Il faut se rappeler qu'il y a un principe qui est dans la Convention de New York, c'est la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc ça veut dire qu'on doit toujours réfléchir à quel est l'intérêt de l'enfant, parce qu'on a des enfants, ce sont des adultes en devenir. Donc il y a un travail qui est très important à faire, que ce soit dans les procédures de divorce, de donner la parole aux enfants, de pouvoir les encadrer, que ce soit en matière de filiation, d'accès à leurs origines, et en matière de lutte contre la délinquance et de protection aussi contre les violences. D'ailleurs, à ce sujet, très souvent, par exemple, le juge pour enfants va agir sur le pan civil, c'est-à-dire pour protéger l'enfant, et aussi sur le plan, parce que très souvent, ce sont les mêmes profils qui se retrouvent dans des réseaux de délinquance. Donc, il y a des mesures particulières à avoir pour les mineurs, parce qu'on ne peut pas les traiter comme des adultes, parce qu'il y a la primauté de l'éducatif. Et là aussi, il y a une réflexion à avoir pour être beaucoup plus efficace et pour avoir de vraies prises en charge. L'idée, c'est de faire des propositions concrètes, en fait, bien sûr. à l'issue de ce... La démarche, durant ce groupe la d'études. méthode, c'est toujours la même et c'est celle qu'on a fait pour tous les textes. C'est d'abord une réflexion. Alors souvent on me dit réflexion, mais réflexion, c'est une manière d'aboutir à rien. Non. Une réflexion, ça veut dire qu'on va voir les gens qui sont principalement concernés par le problème. Par exemple, je prends la délinquance des mineurs. Il faut aller parler avec les juges pour enfants. Il faut aller parler avec les policiers, qui sont les premiers à intervenir. Il faut parler avec les éducateurs, les instituteurs. Il faut parler avec les gens qui connaissent le sujet. Parce que c'est sur le terrain qu'on trouvera les meilleures solutions. Et c'est à nous, notre rôle, c'est de les faire remonter, de les analyser et de faire des propositions. Et cette méthode, on y tient parce que c'est une méthode qui marche. Et ensuite, il faut pouvoir évaluer toutes les mesures qu'on va mettre en œuvre. Il faut les évaluer et il faut les évaluer avec ces personnes-là pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Alors, une question sur la PMA et la GPA, parce que autant sur la délinquance et l'approche et l'accompagnement des enfants, j'imagine qu'au sein du groupe, il y a quand même une certaine cohérence et en tout cas un certain consensus. Sur la question de la GPA et de la PMA, c'est plus compliqué parce qu'on voit que selon les députés, les personnalités, je parle vraiment au sein du groupe, voilà, on a des avis qui divergent. Donc vous allez travailler sur ces questions-là aussi. Je crois que vous êtes pour un débat sur la question, un débat sans tabou et un vrai débat, pas un débat Théodule, pas un comité Théodule. Je crois que c'est un débat qui doit dépasser la dimension d'un groupe d'études. Je crois que c'est un débat véritablement de société qui appelle des questions... qui parle de questions philosophiques, par des questions quelle est notre conception aujourd'hui de la filiation. Je crois qu'il faut là aussi que tout le monde puisse exprimer un petit peu sa sensibilité à ce sujet-là. Mais je crois que voilà, il y a un vrai débat à avoir et de long terme, de savoir quelle est la filiation, toujours en ayant en tête quel est l'intérêt supérieur de l'enfant. Moi, si j'ai créé ce groupe de travail, c'est avant tout pour avoir ça en tête et se dire dans toutes les mesures qu'on va mettre en œuvre, quel est l'intérêt de l'enfant. Pas forcément quel est celui des parents, parce que des fois, les intérêts ne sont pas forcément convergents. Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi de lisser les divergences d'opinion qu'il peut y avoir au sein du groupe, parce que ça va être un débat tendu. Et on sait que ça va hystériser déjà le débat national, et il faut que vous, au sein du groupe, vous ayez quand même une parole de groupe. Alors même si le débat n'est pas interdit, il va falloir quand même porter une position commune. Non, le débat n'est pas interdit, il est même nécessaire et à l'intérieur d'un groupe, c'est ça qui fait vivre aussi la démocratie. Après, sur beaucoup de sujets, par exemple sur la loi sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, on nous disait, oulala, ça va créer vraiment des divergences. Et en fait, je crois que le dialogue, le fait de discuter, on ne discute pas non plus dans le vent, si je puis dire. On discute après avoir auditionné les professionnels. Ça, il y a un travail de réflexion derrière. On n'est pas dans l'image de huis clos où vous discutez entre vous et vous... Non, on discute
discute pas en 5 minutes autour d'un café pour finalement se dire on va porter une mais une voilà, il y a des proposition. experts qui sont auditionnés, Mais voilà, il y a des députés qui sont mandatés sur le terrain. Voilà, et ça, c'est faire vivre le débat. C'est important qu'on ait ce débat aussi au sein de la majorité parce qu'on crée aussi, on crée notre idéologie, on s'approprie en tout cas le débat parce qu'on ne connaît pas tout. En toute humilité, tous les députés ne connaissent pas tout sur tous les sujets, donc il faut se les approprier. Il faut en débattre pour après avoir une position en tout cas qui soit cohérente à l'échelle du groupe. Alors, 3 petites questions d'actualité nationale maintenant pour terminer, parce qu'il nous reste un peu plus de 5 minutes. Élections partielles, législatives partielles dans l'Oise et sur le territoire de Belfort. Il y avait des candidats La République En Marche opposés à des candidats Les Républicains. Ce sont les candidats Les Républicains qui ont l'emporté dans ces 2 législatives partielles. Évidemment, les Républicains ont crié victoire et affirmé, notamment Laurent Wauquiez, qu'il s'agissait d'un désaveu pour le président Macron. Comment vous avez accueilli, vous, ces 2 échecs pour les candidats à La République En Marche ? Alors d'abord, ce sont des élections avec un très faible taux de participation. Donc dès lors, ce n'est pas très significatif au niveau national. Je crois qu'il ne faut pas transposer ce qui se passe à l'échelle, en tout cas, de législatives très locales à l'échelon national. Il y a des réalités locales qu'il faut prendre en compte. Je crois qu'il n'y a pas de désaveu du président de la République. C'est un peu facile de faire ce raisonnement. Je crois qu'au-delà, il y a beaucoup de transformations qui sont faites aujourd'hui, dans le domaine du travail, bientôt dans le domaine de la formation, en matière de sécurité. Je crois justement, en tout cas moi c'est ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup en tout cas d'espoir, des mesures qui sont mises en œuvre. On a un taux de croissance qui est meilleur, on a en tout cas des mesures concrètes qui sont faites. Là on a supprimé la taxe d'habitation. Je crois que moi il y a beaucoup d'attentes. Et ensuite sur les législatives locales, je crois qu'il y a eu une succession des primaires, des présidentielles, des législatives, encore des législatives partielles, ce qui explique aussi ce taux d'abstention. Je crois qu'aussi, dès lors je crois que ce n'est pas significatif en tout cas. Et je crois qu'au niveau national, tout au contraire, il y a plutôt un élan très positif. La question autour de l'avenir de Gérald Darmanin, est-ce que vous êtes totalement en phase avec son maintien au gouvernement ? On rappelle qu'il est au cœur d'une affaire de suspicion de viol. Il y a une enquête préliminaire qui est automatique, je le précise, lorsqu'il y a dépôt de plainte. Il y a un dépôt de plainte. À la différence de certaines autres enquêtes préliminaires qui sont déclenchées une fois qu'on a plus d'éléments. Pour vous, il peut rester ministre ou c'est plus compliqué ? Il doit rester ministre, puisque aujourd'hui il n'y a qu'une enquête préliminaire, comme vous l'avez justement rappelé, qu'il est présumé innocent, que c'est quand même un principe qui est très important dans un état de droit, et que si dès lors qu'il y a la moindre suspicion, on commence à demander au ministre de s'en aller, je pense qu'on n'a pas fini de renouveler notre gouvernement tous les mois. Je crois qu'il faut se garder, ce ne sont que de simples accusations aujourd'hui, qu'il y a une enquête, que la justice doit faire son travail de manière sereine, et que dès lors, il n'y a pas de décision à prendre aujourd'hui sur l'avenir de M. Darmanin. Moi, je fais confiance à la justice, et on verra si un jour il est mis en examen ou pas. Mais pour l'instant, je n'ai même pas à commenter une affaire judiciaire. Est-ce que vous avez été choqué par les propos de Marlène Schiappa après son intervention sur le cas Daval? Vous êtes avocate. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû avoir plus de réserve ou finalement, elle est ministre, elle défend les questions de droits des femmes, bien libre à elle de s'exprimer? Alors d'abord, il faut rappeler que Marlène Schiappa mène un combat qui est très important pour les victimes de violences conjugales, de ne pas banaliser les violences. Et il y a eu une vraie libération de la parole, en tout cas la fin de travail qui est exceptionnelle depuis qu'elle est au gouvernement. Ensuite, sur l'affaire, moi je crois qu'il faut faire preuve de modération, qu'il faut se garder toujours de commenter des affaires judiciaires en cours, que la présomption d'innocence, quelle que soit la personne concernée, est important. Et je crois qu'il faut vraiment laisser la justice faire son travail. Et je crois que ce soit Twitter ou les médias, je crois que la justice se fait dans les prétoires et pas ailleurs. Et qu'il faut laisser le temps parce que les situations, notamment en termes de violence conjugale, et même quand ça arrive en tout cas au décès de la victime, sont toujours très complexes. Et que le travail justement de ces enquêtes, c'est pas simplement de dire qui est coupable ou qui ne l'est pas, c'est aussi de comprendre ce qui s'est passé. Et comprendre, ce n'est pas justifié. Très bien, le message est clair, on aura compris votre position. Une dernière question, on va sortir du champ judiciaire, parce que là on était beaucoup sur les affaires judiciaires. Un mot sur les annonces qui ont été faites par Édouard Philippe sur le plan autour de la fonction publique, parce qu'on sait que c'était une promesse d'Emmanuel Macron de réduire la voilure en termes de fonctionnaires, 120 000 en moins, la possibilité de faire des départs volontaires. On voit déjà poindre évidemment la contestation sociale. Est-ce que pour vous,
c'est une bonne méthode, j'imagine que oui. Alors, la méthode, c'est toujours la même, c'est de discuter. La première chose qu'on fait, c'est discuter avec les syndicats, c'est-à-dire que ce n'est pas un plan de licenciement, c'est une concertation, c'est une réflexion aussi sur l'avenir de nos services publics. Aujourd'hui, on a des services qu'il va falloir adapter. On est à l'ère de la numérisation où de plus en plus, en tout cas l'accès aux administrations sera de plus en plus numérisé. On a une administration qui se transforme et c'est bien. Il faut maintenant permettre aussi à certains services, peut-être qu'il y aura moins de monde, peut-être qu'il y aura des départs volontaires, mais un départ volontaire, c'est quoi? C'est la possibilité pour des fonctionnaires de rebondir vers une autre carrière. Aujourd'hui, on n'est plus dans la société d'hier où on faisait le même métier toute notre vie, où on comment rentrer à 24 ans dans un métier, que ce soit la fonction publique ou dans le privé, on faisait ça toute notre vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut qu'on puisse accompagner. Et c'est ce qui est prévu d'être fait. C'est-à-dire qu'on va accompagner ces personnes-là vers peut-être un autre service d'une autre administration, peut-être vers le privé. Mais c'est aussi, moi je crois qu'il faut le voir comme l'avenir aussi, c'est-à-dire de construire un nouveau projet, de nouvelles opportunités. Et c'est aussi notre société. Donc on peut se dire, eh ben, finalement, on peut le déplorer, mais on peut aussi se dire que c'est de nouvelles opportunités et que c'est la faculté de pouvoir rebondir vers autre chose. Merci beaucoup, Alexandra Louis, députée de La République En Marche, de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous pouvez revoir cet entretien sur notre site internet, le www.provenceazur-tv.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, notre page YouTube, notre fil Twitter et notre page Facebook. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Face à Face, votre émission d'entretien et d'opinion sur Provence Azur.